Bonjour, je m'appelle Vaios Koutroulis, je suis professeur au Centre de droit international de la faculté de droit de l'ULB et on va examiner aujourd'hui quelques questions liées aux crimes de guerre. Il faudrait que je précise depuis le début que je parlerai des crimes de guerre tels qu'ils sont prévus dans les statuts de la Cour pénale internationale. Évidemment, ce petit cours à distance ne peut être qu'introductif, c'est-à-dire je vais signaler quelques éléments qui, à la lecture des pièces qu'on a reçues, m'ont semblé importants, mais évidemment, il n'y a aucune prétention à l'exhaustivité dans l'examen des éléments des crimes de guerre. À vrai dire, il y a d'une part une jurisprudence de la Cour pénale internationale elle-même qui maintenant commence à être quand même bien fournie et je vous invite, qui est disponible par ailleurs sur Internet, et je vous invite d'aller la consulter, notamment en ce qui concerne les jugements rendus dans l'affaire Lubanga en 2012, dans l'affaire Katanga et dans l'affaire Bemba. Toutes les trois affaires, tous les trois jugements concernaient des crimes de guerre et donc dans le texte du jugement, vous allez trouver plein de sources d'informations ainsi que l'avis de la Cour pénale internationale elle-même, enfin de la Chambre qui a jugé les affaires, qui pourra vous éclairer sur une série de choses. Et par ailleurs, il y a aussi toute la jurisprudence très extensive des tribunaux pénaux internationaux et autres tribunaux internationalisés qui ont aussi examiné la question des crimes de guerre et qui peuvent aussi vous éclairer à cet égard. Donc, ceci étant dit, comme je l'ai annoncé, je vais aborder quelques éléments des crimes de guerre tels qu'ils sont prévus dans les statuts de la Cour pénale internationale et plus spécifiquement dans son article 8. L'article 8 a une structure un tout petit peu particulière puisqu'il contient 4 groupes des crimes de guerre. Tous les 4 groupes sont prévus dans le paragraphe 2 de l'article 8 et alors on a le groupe prévu, enfin les crimes prévus dans l'article 8, paragraphe 2, alinéa A du statut, ceux prévus dans l'article 8, paragraphe 2, alinéa B du statut. Ces 2 groupes concernent les conflits armés internationaux et dans un deuxième temps, on a les crimes de guerre prévus dans l'article 8, paragraphe 2, alinéa C du statut et ceux prévus dans l'article 8, paragraphe 2, alinéa E du statut. Ces 2 derniers groupes, donc les crimes de guerre prévus dans les alinéas C et E du statut, concernent les conflits armés non internationaux. À la lecture des pièces qui nous ont été envoyées, j'ai constaté que dans les poursuites qui sont actuellement menées, il s'agit des crimes de guerre prévus dans les conflits armés non internationaux. Du coup, je vais insister surtout sur ces crimes de guerre-là. Une toute dernière remarque introductive. Il est important, quand on interprète en général les crimes de guerre du statut de la Cour pénale internationale, d'être conscient de leur origine. Leurs origines se trouvent dans toute une série des règles du droit international humanitaire. Dès lors, quand on va interpréter ces crimes, il est très important d'être conscient d'eux et de tenir compte de l'interprétation des règles substantielles telles qu'est prévues par exemple dans l'article 3 commun Convention de Genève, dans le deuxième protocole additionnel ou encore dans d'autres instruments pertinents du droit international humanitaire. Pour ça, vous pouvez vous référer aux commentaires aux conventions de Genève qui est disponible sur Internet, sur les sites du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu'à des articles doctrinaux de la Revue internationale de la Croix-Rouge qui est également, elle aussi, disponible sur Internet. Et évidemment, un deuxième élément qui est très très important pour l'interprétation de ces crimes sont les éléments des crimes qui sont en fait les éléments spécifiques dans chacun des crimes prévus dans le statut, éléments qui sont adoptés par l'Assemblée générale, par l'Assemblée des États parties au statut de la Cour pénale internationale. Voilà, ceci clôt ma partie introductive. Je vais de lors entamer la discussion sur le fond.
Afin de démontrer l'existence d'un crime de guerre, il faut globalement, en tout cas pour la substance du crime, arriver à démontrer trois choses plus spécifiquement. Les éléments matériels du crime, ce qu'on appelle l'actus reus, les éléments psychologiques du crime, ce qu'on appelle la mens rea, et les éléments contextuels. Pour ce qui est des crimes de guerre, il y a deux éléments contextuels qui sont essentiels à pouvoir démontrer pour qu'une personne puisse être condamnée pour crime de guerre. Ces éléments sont d'une part l'existence d'un conflit armé, en l'occurrence d'un conflit armé non international, et d'autre part le lien que doit exister entre le crime et le conflit armé dans le cadre duquel le crime a eu lieu. Du coup, c'est essentiellement sur ces deux éléments-là que je vais me concentrer, donc sur la définition de la notion de conflit armé non international, d'une part, et d'autre part sur l'existence d'un lien entre le contexte de conflit armé et le crime nécessaire. Dans un troisième temps, j'aborderai les personnes qui sont couvertes par le champ d'application des crimes de guerre. En d'autres termes, quelles sont les personnes qui peuvent être victimes d'un crime pour qu'on puisse parler d'un crime de guerre. J'ai vu que les crimes de guerre qui sont mentionnés dans l'acte d'accusation sont en général le crime de meurtre, il y a aussi un crime de mutilation, et chaque fois, il est précisé que les personnes qui ont été victimes de ce crime étaient des civils, des personnes qui ne participaient pas directement aux hostilités. Du coup, je pense que c'est utile de m'attarder un petit peu sur cette définition de personnes civiles, en tout cas de personnes qui peuvent faire l'objet d'un crime de guerre tel qu'est prévu dans l'article 8, paragraphe 2, alinéa 7 du statut, et aussi sur la notion de la participation directe aux hostilités. Donc ça sera abordé dans un troisième temps. Je commence maintenant avec mon tout premier point, le conflit armé, et en l'occurrence, plus spécifiquement, puisque c'est ça la matière qui vous intéresse, la notion de conflit armé non international. Le conflit armé non international sert à faire la distinction entre les situations qui sont couvertes, qui sont de véritables conflits armés et qui sont donc couvertes par les règles du droit international humanitaire. Ce sont les situations auxquelles le droit international humanitaire est applicable, et donc les situations dans le cadre duquel on peut avoir des véritables crimes de guerre. Et donc la distinction entre ces situations-là et les situations qui, certes, ne sont pas des situations de paix absolue, qui sont ce qu'on appelle des situations de troubles antérieurs ou tensions internes, mais qui n'arrivent pas vraiment à dépasser les seuils nécessaires pour qu'on puisse parler d'un conflit armé, pour que les règles du droit international humanitaire puissent y être appliquées, et donc pour qu'on puisse avoir des véritables crimes de guerre. Il est dès lors essentiel de pouvoir faire la distinction entre ces deux situations. Toutefois, il n'y a pas une définition dans les textes, dans les instruments en tout cas, dans les conventions de Genève en tout cas, de ce qu'on entend par une situation de conflit armé non international, ou de l'autre côté de ce qu'on entend par une situation de trouble antérieur, tension interne. C'est la jurisprudence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui a été après reprise par celle de la Cour pénale internationale, qui a identifié deux conditions qui sont nécessaires pour qu'on puisse parler d'un conflit armé non international. Ces deux conditions sont, premièrement, l'existence de partis organisés, d'un groupe armé organisé, des partis identifiables. Deuxièmement, l'existence d'une certaine intensité dans les hostilités entre ces deux partis. Donc ce n'est qu'une fois que ces deux éléments sont réunis, ce n'est qu'une fois qu'on réussit à prouver l'existence de ces deux éléments, qu'on puisse véritablement parler d'une situation de conflit armé non international. Pour les conflits armés internationaux, évidemment, la question est beaucoup plus simple. Comme on est face à des conflits qui opposent deux États, là, on n'a pas besoin de cette intensité. Dès le premier missile qui est envoyé par l'État A versus l'État B, on sait qu'on est face à un conflit armé. La difficulté
pour les conflits armés non internationaux, c'est que ça commence rarement comme ça. C'est qu'une situation commence toujours par des manifestations, la population qui n'est pas contente avec ce que le gouvernement fait, une opposition donc à l'égard du gouvernement, mais qui peut se manifester par voilà, de simples ralliements et des simples manifestations dans la rue. Et ce n'est qu'une fois que cette situation-là dégénère et que l'opposition au gouvernement s'organise en un véritable groupe armé, prend les armes et entame des véritables actes d'hostilité, qu'on puisse valablement parler d'une situation de conflit armé. Il suffit par exemple de comparer les situations du printemps arabe, ce qui s'est passé par exemple en Tunisie ou en Égypte d'une part, avec ce qui s'est passé en Libye ou en Syrie d'autre part. En Tunisie et en Égypte, on a eu aussi le soulèvement de la population, on a eu même des détentions arbitraires, on a eu quelques personnes mortes, on a eu quelques personnes blessées. On n'a jamais parlé, ni dans le cas de la Tunisie, ni dans le cas de l'Égypte, d'un conflit armé. Par contre, quand on compare ça avec ce qui s'est passé en Libye et en Syrie, on voit que là, même si les situations ont commencé exactement de la même manière, elles ont dégénéré à un tel point qu'à partir d'un moment donné, on a pu considérer que ces situations-là avaient franchi les seuils nécessaires et sont passées, sont devenues des véritables conflits armés et on entre alors dans le royaume de l'application du droit international humanitaire. Le problème, c'est que ce point culminant, ces moments tournants, où la nature de la situation change, est très très difficile à identifier. On est là dans une situation, dans une zone grise, à vrai dire, du droit international. Et comme il n'y a aucun acteur qui a formellement reçu un mandat pour faire la qualification objective de la situation, qualification qui serait opposable à tous les États, à tous les acteurs, à tous les partis, alors on reste avec la qualification subjective. Ceci dit, quand on est devant un tribunal, alors la tâche du tribunal est d'examiner objectivement les faits et de voir si ces faits correspondent à ce qu'on entend par un conflit armé non international. Et c'est ça, en fait, la tâche qui appartiendra aux tribunaux congolais. Pour aider à résoudre ces problèmes, pour aider à identifier qu'est-ce qu'on entend par conflit armé non international, alors la jurisprudence a élaboré les deux critères dont je viens de vous parler, les parties organisées d'une part et l'intensité des hostilités d'autre part. Et la jurisprudence a identifié une série d'éléments, une série de facteurs, une liste de facteurs qu'on peut prendre en compte pour nous aider à identifier si on se trouve face à ces deux éléments-là. Il faut faire attention parce que cette liste, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il ne s'agit pas des facteurs qui doivent tous être présents tout le temps, il s'agit juste d'éléments, et ça, sur ça, aussi bien les tribunaux pénaux internationaux que la Cour pénale internationale on insiste toujours, donc ce n'est pas une liste exhaustive. Il s'agit juste donc des facteurs, des éléments qu'on peut prendre en compte et que les tribunaux internationaux prennent en compte pour vraiment pouvoir identifier si on est face à des parties organisées et à des hostilités suffisamment intenses. Allons voir quels sont donc ces éléments-là. Pour les parties organisées, bon, évidemment, le problème va se poser notamment par rapport aux groupes armés. Le gouvernement, avec les forces militaires, avec les forces gouvernementales, avec les forces de police, est par définition une force qui est suffisamment organisée pour pouvoir être partie à un conflit armé. Le problème se situe essentiellement du côté d'un groupe armé organisé, parce que c'est là où on va exiger que l'opposition au gouvernement, ou deux groupes qui s'opposent, ait véritablement atteint un seuil d'organisation minimum pour qu'on puisse parler d'un conflit armé et pour que ce ne soit pas juste l'oppression de la part du gouvernement des manifestations faites par la population. Un gouvernement ne peut par définition pas être en conflit armé avec l'ensemble de sa population et c'est pour ça qu'on exige qu'il y ait un adversaire identifiable. Les éléments alors qui sont pris en compte pour qu'on puisse parler de groupes armés organisés, les indices si vous voulez,
sont mentionnés, vous allez retrouver cette liste dans les jugements que je vous ai mentionnés auparavant, donc les jugements dans l'affaire Lubanga, les jugements dans l'affaire Katanga et les jugements dans l'affaire Bemba. Je vous cite juste les indices. Il s'agit d'une hiérarchie de l'existence, d'une hiérarchie interne au sein du groupe, l'existence d'une structure des commandements, la capacité du groupe de se procurer d'équipements militaires, notamment d'armes, la capacité du groupe de planifier des opérations militaires et de mener des opérations militaires, l'étendue des opérations militaires, la gravité de ces opérations, l'intensité de ces opérations, et le fait de savoir si le groupe a une organisation suffisante pour pouvoir imposer une discipline dans ses propres membres. Si on passe maintenant à l'intensité des hostilités, ben là, on aura égard, comme indice, au nombre de victimes qu'il y a eu suite aux affrontements, nombre de morts, nombre de blessés, etc. Évidemment, là, il n'y a pas un nombre, il n'y a pas un chiffre magique, si vous voulez. On ne dit pas que jusqu'à 500 morts, on est hors conflit armé, plutôt en situation de troubles antérieurs, tension interne. Dès qu'on arrive à 501 morts, alors là, on est sûr qu'on est face à une situation de conflit armé. C'est beaucoup plus complexe. Mais évidemment, le nombre des victimes est un des éléments qui sera pris en compte. On va regarder le nombre d'affrontements, la multiplication des affrontements, l'extension des affrontements dans l'espace, l'extension géographique. Est-ce qu'il y a plusieurs affrontements qui ont eu lieu à plusieurs endroits du pays? On va regarder aussi l'extension des affrontements dans le temps. Est-ce qu'on parle, si on parle d'un seul affrontement ou de 2 ou 3 affrontements très très rapprochés, ça sera plus difficile de démontrer l'existence d'une intensité suffisante pour pouvoir parler d'un conflit armé que si on parle d'un nombre conséquent d'affrontements qui est quand même un peu espacé ou étalé, si vous voulez, dans le temps. On regarde aussi le renforcement des effectifs des forces gouvernementales. Est-ce que l'État, en d'autres termes, a eu besoin d'augmenter les effectifs qu'il a mobilisés pour mater l'opposition, pour faire face aux actions du groupe armé? On va regarder les armes qui sont utilisées par le groupe armé, le nombre d'armes, le type d'armes, la calibre, le type de munitions, etc. Et on va aussi regarder s'il y a une organisation internationale, une instance internationale qui s'est saisie de la question. Est-ce que, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies a discuté de cette situation-là? Ça, c'est considéré comme un indice pour démontrer qu'on est face à des hostilités qui sont suffisamment intenses. Vous prenez alors ces deux groupes d'indices-là, vous les comparez aux faits et vous déterminez est-ce que oui ou non vous vous trouvez face à une situation auquel on a des groupes armés qui s'opposent, qui sont organisés, et cette opposition-là consiste à des hostilités d'une intensité suffisante. Il faut bien noter, si les deux facteurs sont là, vous pouvez être sûr que vous êtes face à une situation de conflit armé non international. Notez qu'une situation de conflit armé non international, en tout cas aux fins des crimes de guerre, ne doit pas nécessairement opposer des forces gouvernementales à un groupe rebelle, par exemple. Sont aussi des conflits armés non internationaux, des conflits entre deux groupes rebelles. Donc on ne doit pas nécessairement avoir un État comme partie à ce conflit armé. Une fois que vous avez prouvé que votre situation correspond à une situation de conflit armé non international, vous avez donc prouvé qu'il y a des parties organisées, vous avez prouvé que vos hostilités sont d'une intensité suffisante. La deuxième chose, le deuxième élément contextuel qu'il faut démontrer, et là je passe à la deuxième partie de mon exposé, c'est que votre crime a un lien avec ce conflit armé. Donc, il faut prouver qu'il y a un lien qui existe entre le crime et le conflit armé pour pouvoir parler de crime de guerre. Ce lien est nécessaire parce qu'il nous permet de faire la distinction entre de véritables crimes de guerre et des crimes de droit commun qui sont juste commis par les personnes sur le territoire d'un État qui, par ailleurs, se trouve en guerre. Donc, si, par exemple,
dans l'état actuel, tout le monde est d'accord que la Syrie se trouve en conflit armé non international, qu'il y a, enfin plusieurs conflits armés en Syrie, mais qu'il y a en tout cas un conflit armé non international entre les forces d'Assad et les rebelles syriens. Ce n'est pas pour ça que tout vol commis dans la ville de Damas sera d'office en crime de guerre, ou tout viol commis dans les rues de Damas sera d'office en viol qui serait en crime de guerre. Il faut donc faire la distinction entre les crimes ordinaires et les crimes qui s'inscrivent véritablement dans le contexte de conflit armé. Et c'est pour cette raison-là qu'on a besoin de prouver le lien entre le crime pour lequel une personne est poursuivie et le conflit armé non international. C'est l'élément, on appelle ça l'élément du nexus, l'exigence de prouver le nexus, le lien donc entre conflit armé d'une part et crime d'autre part. Il faut noter que la jurisprudence internationale, y compris la jurisprudence de la Cour pénale internationale, évalue ce lien avec une certaine souplesse. Donc, elle n'est pas très exigeante pour démontrer qu'un tel lien existe. Il ne faut par exemple pas nécessairement, pour que ces liens puissent exister, il ne faut pas nécessairement que le crime soit commis en plein milieu des hostilités actives, que le crime soit commis sur le front et que par définition, tout acte qui est commis loin du front ne serait pas un crime de guerre. Non, la jurisprudence de la Cour pénale internationale n'est pas aussi exigeante que ça, puisque vous pouvez parfaitement penser à un crime, un meurtre qui serait commis par le combattant d'une partie versus une personne civile de l'autre partie, mais qui ne se retrouve pas forcément dans le véritable théâtre des opérations, mais qui se retrouve en village à quelques kilomètres du théâtre des opérations. Vous pouvez, par identité de motif, penser à un viol d'une femme civile par un combattant de la partie adverse qui s'inscrit véritablement dans le contexte d'un conflit armé et qui est un crime sans que le viol doit nécessairement avoir eu lieu en plein milieu des opérations actives. Donc du coup, si vous avez un crime qui se passe en plein milieu des hostilités actives et sur le front, alors là, le lien avec le conflit armé est évident. Mais si votre crime a lieu en dehors d'un contexte des opérations actives, ce n'est pas pour ça qu'il faut exclure que ces liens existent. Vous pouvez toujours arriver à prouver qu'il s'agit véritablement d'un crime de guerre. Donc, il ne faut pas une proximité géographique pour établir le lien nécessairement. Dans un deuxième temps, il ne faut pas non plus prouver que le lien est un lien strict de cause à effet. Donc, il ne faut pas prouver que le conflit armé était la véritable cause du crime, qu'il y ait une causalité directe entre le conflit armé et le crime. De nouveau, si on exigeait ça, ça serait très difficile à prouver en tel lien de causalité directe ou de causalité étroite. Il suffit juste à démontrer, et ici je me réfère, donc je cite la jurisprudence de la Cour pénale internationale, il suffit donc à démontrer que le conflit ait occupé une place substantielle, soit dans la décision prise par l'auteur de commettre le crime, soit dans la capacité de l'auteur à commettre le crime, soit dans la manière dont le crime a été commis. Également, pour ce qui est de ce lien entre conflit et crime, la jurisprudence internationale a établi une série de facteurs, de critères, d'indices, qui vont nous permettre d'établir si ce lien existe ou pas. Et alors, on regarde, par exemple, pour évaluer si ce lien existe, on regarde quel est le statut de l'auteur. Est-ce que l'auteur est un combattant appartenant à une partie au conflit? Quel est le statut de la victime? Est-ce que la victime est une personne civile qui appartient à la partie adverse du conflit? Est-ce que le crime sert l'objectif ultime de la campagne militaire menée par la partie à laquelle l'auteur appartient? Est-ce que le crime a été commis dans le cadre des fonctions officielles de l'auteur? Si l'auteur est un combattant, est-ce que le crime a été commis pendant que le combattant était déployé, par exemple, sur les terrains?
Est-ce que le crime participe aux fonctions officielles de l'auteur? Est-ce que, par exemple, le crime a été commis dans le cadre d'une opération militaire sans que ce soit nécessaire de prouver que l'auteur ou que le crime faisait partie d'une opération militaire à proprement parler? Pour vous donner un exemple, quand on envoie des soldats sur le terrain avec comme mission d'arriver à contrôler un village X sur un territoire. Évidemment, donc les soldats font leur opération, ils vont en mission, ils contrôlent le territoire et ils font un contrôle de chaque maison pour identifier s'il y a des rebelles qui se cachent dans les maisons. Dans le cadre de ces contrôles des maisons, il y a certains soldats qui violent des femmes qui se trouvent dans les maisons. Évidemment, si on examine l'ordre qui a été donné aux soldats, ou si on examine les règles d'engagement des soldats, c'est très très rare qu'on va retrouver que les soldats avaient pour mission de contrôler les maisons et de violer les femmes qui se trouvaient dans les maisons. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas un lien qui existe entre ces viols et l'opération militaire dans le cadre de laquelle ces viols ont eu lieu. Pour la bonne et simple raison que les auteurs du crime étaient des soldats donc appartenant à une partie, les victimes du crime étaient des femmes potentiellement appartenant à l'autre partie, mais surtout, le viol a été rendu possible dans le cadre des fonctions officielles des soldats qui ont été amenés à faire une telle opération. Voilà, ça c'est un exemple pour vous montrer la souplesse de l'examen de ces critères du lien entre le conflit armé non international et le crime pour qu'on puisse parler d'un crime de guerre. Et je vais m'arrêter ici pour le deuxième point. On a donc démontré, je vous ai donc parlé, d'une part du critère de l'élément contextuel de conflit armé non international, premier élément nécessaire à démontrer pour qu'on puisse parler de crimes de guerre, et du deuxième élément contextuel, le lien entre le conflit armé non international et le crime commis pour pouvoir parler de nouveau d'un crime de guerre. Vous avez prouvé que vous avez un conflit armé non international. Vous avez prouvé qu'il y a un lien qui existe entre le crime commis et le conflit. Vous avez démontré les éléments contextuels nécessaires pour pouvoir parler d'un crime de guerre. Et après, ce qui vous reste à établir, c'est en réalité les éléments spécifiques de chaque crime, c'est-à-dire si c'est le meurtre, est-ce qu'on a une personne morte et est-ce que la mort a été causée par l'accusé en cause, et les éléments contextuels, les éléments psychologiques de ce crime, c'est-à-dire est-ce que l'auteur avait la volonté de tuer la victime. J'arrive à mon troisième et dernier point, qui est celui des personnes qui doivent être victimes d'un crime de guerre pour pouvoir parler d'un crime de guerre tel qu'est prévu dans l'article 8, paragraphe 2, alinéa C du statut. Donc, si vous regardez les personnes qui sont protégées par l'article 3 commun, qui est en réalité l'article qui est à la source des crimes de guerre prévus dans l'article 8 de C du statut, on constate que les personnes protégées par cet article, et donc les personnes qui sont victimes des crimes de guerre pertinents, sont les personnes qui ne participent pas aux hostilités. Il s'agit de deux grandes catégories de personnes en réalité. Il s'agit soit des personnes qu'on appelle les personnes hors de combat, soit des véritables personnes civiles. Les personnes hors de combat sont les personnes qui ne participent pas aux hostilités soit parce qu'elles sont détenues ou elles sont au pouvoir de la partie adverse, d'une certaine manière, soit parce qu'elles sont sans défense
parce qu'elles ont perdu connaissance, ou parce qu'elles sont victimes d'un naufrage, ou parce qu'elles sont blessées, ou parce qu'elles sont malades. Donc elles ne représentent plus en risque, à vrai dire, pour la partie belligérante adverse. Soit parce qu'elles ont clairement exprimé leur intention de se rendre. Il s'agit donc, quand on se réfère aux personnes hors de combat, on se réfère essentiellement aux combattants qui, pour une de ces trois raisons, au pouvoir de l'ennemi, elles sont blessées, malades, naufragées, etc., ou elles se sont rendues, elles ont clairement exprimé l'intention de se rendre. Donc, pour l'une de ces trois raisons, ne représente plus en danger pour le belligérant adverse. Comme ces personnes-là sont hors des combats, elles ne participent plus aux hostilités et dès lors, elles sont protégées par l'article 3 commun et peuvent donc être des victimes des crimes de guerre liés aux violations de cet article 3 commun. Il faut faire attention parce qu'il y a une exception à cette catégorie de personnes hors de combat. Et ça concerne les cas où une personne qui en principe est hors de combat tente quand même de faire des actions hostiles. Un blessé qui, malgré le fait qu'il est blessé, ne lâche pas son arme, prend son arme et essaie toujours de tirer sur les soldats de la partie adverse. Malgré le fait que cette personne est blessée, évidemment, elle ne pourra pas être considérée comme une personne hors de combat. Ou une personne hors de combat qui tente de s'évader. Même contexte, une personne détenue qui tente de s'évader. Pendant que la personne détenue est vraiment détenue, alors elle est hors de combat, elle ne peut pas faire l'objet d'attaque de la partie adverse. Par contre, pendant qu'elle fait la tentative d'évasion, alors là, elle pourra faire l'objet d'attaque. Donc, ça c'est la première catégorie de personnes, donc les personnes hors de combat qui sont protégées par l'article 3 commun. Vous allez trouver la définition, des personnes hors de combat dans l'étude qui a été publiée par le CICR concernant les règles du droit international humanitaire coutumier. L'étude a été publiée en 2005 et le texte des règles est disponible sur Internet sur les sites du Comité international de la Croix-Rouge. Donc ça, c'est la première catégorie des victimes qui sont protégées par l'article 3 commun. La deuxième catégorie des victimes protégées par l'article 3 commun sont les personnes civiles. Et donc, je voulais un peu m'attarder sur la définition de cette catégorie de personnes. Qu'est-ce qu'on entend, en d'autres termes, par personnes civiles? Les personnes civiles sont définies négativement et donc considérées comme civiles toute personne qui n'est pas combattant. Et ce qui est encore plus important et plus intéressant, il y a une présomption en faveur du statut des civils. Et en d'autres termes, dans le doute, une personne doit être considérée comme étant une personne civile. S'il y a de doute par rapport à son statut, le statut qui prévaut, c'est le statut de personne civile, et donc, cette personne pourra être la victime du crime de guerre, meurtre, tel que prévu dans l'article 8, paragraphe 2, alinéa C, petit 1 du statut de la Cour pénale internationale. Donc ces deux éléments-là sont des éléments très importants. Pour le reste, quand on est dans le cadre d'un conflit armé non international, ce qui va nous permettre de faire la distinction entre les vraies personnes civiles et les forces armées, c'est la possibilité de délimiter qui fait vraiment partie des forces armées. Si on se réfère aux forces armées gouvernementales, ça c'est assez facile parce que de nouveau, on a une structure claire, il y a une hiérarchie claire, normalement il y a des uniformes qui sont portés par les soldats gouvernementaux, donc là il n'y aura pas de doute par rapport à la qualité d'une personne de civil ou de membre des forces armées gouvernementales. Là où les choses sont un peu plus compliquées, c'est par rapport aux groupes armés organisés. Car, à vrai dire, il est parfois assez difficile de faire la distinction entre les personnes qui font partie du groupe armé structurellement
et les personnes qui sont des véritables personnes civiles. Le CICR soutient que son personne civile, toute personne est une personne civile dans ce cadre-là, toute personne qui n'a pas, dans le cadre du groupe, ce qu'on appelle, ce que le CICR appelle une fonction de combat continu. En d'autres termes, ne sont pas personnes civiles les personnes qui appartiennent structurellement au groupe armé organisé et qui ont comme tâche de participer activement aux opérations, de participer continuellement au combat. Et c'est cet élément-là, selon les CICR, qui est l'élément pivot, l'élément déterminant, qui va nous permettre de faire la distinction entre les combattants qui appartiennent à un groupe armé organisé et qui peuvent donc être attaqués tout le temps, et dès lors, si on les attaque et on les tue, il ne s'agira pas d'un meurtre au sens de crime de guerre, et les autres personnes qui n'ont pas cette fonction de combat continu et qui, en principe, ne doivent pas être attaquées, et donc si on les attaque et on les tue, ça, on pourrait considérer que cet homicide-là sera un meurtre en tant que crime de guerre au sens du statut de la Cour pénale internationale. Donc c'est cette fonction-là, c'est cet élément-là de fonction de combat continu qui est l'élément essentiel pour faire la distinction entre les personnes qui sont considérées comme personnes civiles et les véritables combattants appartenant au groupe armé organisé. Dès lors, afin de démontrer que la personne qui a été victime du meurtre ou de la mutilation est protégée par l'article 3 commun et peut véritablement être considérée comme victime d'un crime de guerre, il faut prouver que cette personne-là n'avait pas une fonction de combat continu au sens du CICR. Cette idée de fonction de combat continu se retrouve dans un guide interprétatif qui a été élaboré par le CICR et qui est disponible sur son site par rapport à la notion de la participation directe aux hostilités. Ce qui m'amène à mon tout dernier point par rapport aux personnes civiles qui concerne justement l'idée de la participation directe aux hostilités. Parce que, à vrai dire, même si vous avez prouvé qu'il y a un conflit armé non international, même si vous avez prouvé que le meurtre a lieu dans le contexte de ce conflit armé international, qu'il y a donc un lien, un nexus entre le conflit et le meurtre, même si vous avez prouvé que la victime du meurtre était bel et bien une personne civile, et donc elle était protégée par l'article 3 commun, et donc elle rentre bien dans les cadres des crimes de guerre respectifs, ce qu'il faut encore prouver, c'est que la personne qui a été victime de meurtre ne participait pas directement aux hostilités, puisque, comme vous le savez peut-être, toute personne civile, ça c'est la règle générale, le principe de distinction, toute personne civile est protégée contre les attaques, ça c'est la règle de base, sauf quand et pendant le temps où elle participe directement aux hostilités. L'idée étant que la raison pour laquelle on protège une personne civile des attaques, c'est parce que, comme elle ne participe pas directement aux hostilités, elle ne représente pas un risque pour la partie adverse. Dès qu'elle commence à participer aux hostilités, elle représente un risque pour la partie adverse. Et alors, ça serait illogique pour le droit humanitaire de continuer à protéger cette personne, à l'immuniser, si vous voulez, des attaques. Du coup, il faut donc démontrer que votre personne civile ne participait pas directement aux hostilités. Comment est-ce qu'on prouve ça? Quels sont les actes qui sont constitutifs de participation directe aux hostilités? Ça, c'est encore une fameuse zone grise du droit international humanitaire, car les textes, les conventions internationales relatives au droit international humanitaire ne contiennent pas une définition très précise de cette notion. Il est appartenu donc de nouveau au CICR de clarifier qu'est-ce qu'on entend par participation directe aux hostilités, et c'est ce qu'il a fait dans ce fameux guide interprétatif qui a été publié en 2009
et que, comme je vous l'ai indiqué, vous allez trouver sur les sites du Comité international de la Croix-Rouge. Selon ce guide donc, pour pouvoir parler d'une participation directe aux hostilités, pour qu'on puisse considérer qu'un civil participe directement aux hostilités, il faut réunir 3 éléments. Il y a 3 éléments constitutifs pour pouvoir parler de participation directe aux hostilités. Le premier élément, c'est que l'acte de la personne civile doit franchir un seuil de nuisance. En d'autres termes, l'acte qui est commis par la personne civile doit être susceptible de nuire aux opérations militaires adverses, mais de nuire concrètement. Ne constitue pas une participation directe aux hostilités les actes, enfin, ce qu'on appelle la participation à l'effort de la guerre en général. Ce n'est pas parce que la copine d'un soldat va lui envoyer une lettre d'amour qui va faire remonter son moral et il va participer aux opérations avec beaucoup plus de vigueur le lendemain que la copine du soldat participe directement aux hostilités. Il faut donc que l'acte soit susceptible de vraiment nuire aux opérations adverses, physiquement. Ça, c'est le premier élément, les seuils de nuisance. Le deuxième élément, c'est un lien de causalité, de nouveau, direct, cette fois-ci, qui doit exister entre l'acte et le dommage infligé à la partie adverse. Pensez à la situation suivante. Il y a des armes qui sont produites en Wallonie, dans une usine en Wallonie, qui sont transférées dans un camion sur un navire à Anvers, qui sont transférées d'un navire à Anvers jusqu'à un port à l'Arabie Saoudite, qui sont transférées avec un camion du port de l'Arabie Saoudite jusqu'à un dépôt et qui, après, sont transférées du dépôt vers le front où elles seront utilisées. À vrai dire, tout un chacun qui participe à ces étapes-là, il ne s'agit que des maillons de la même chaîne qui, à la fin, aboutit à l'utilisation de ces armes au front. Et c'est ça un des défis majeurs dans l'idée de la participation directe aux hostilités, c'est de trouver où est-ce que cette participation s'arrête. Plus on adopte une version extensive de la participation directe aux hostilités, plus de personnes sont susceptibles d'être directement attaquées. Et donc l'idée c'est, est-ce qu'on envisage de dire que le conducteur du camion, enfin que la personne qui travaille à l'usine en Wallonie, parce qu'elle fabrique ces munitions-là, participe directement aux hostilités entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, que le conducteur qui transfère les munitions de l'usine en Wallonie jusqu'au port d'Anvers participe directement aux hostilités au Yémen, que le capitaine du navire qui transfère les munitions du port d'Anvers jusqu'au port en Arabie Saoudite participe aussi directement aux hostilités. Donc, c'était ça le défi du CICR, c'est pouvoir identifier à partir de quand est-ce qu'on peut véritablement considérer qu'une personne civile participe aux hostilités. Dans l'exemple que j'ai donné, la seule personne qui participe directement aux hostilités, de tous les intermédiaires entre la production des munitions et leur utilisation finale au front, c'est la personne qui va transporter les munitions du dépôt vers le front. Parce que c'est cet acte-là qui est le dernier maillon dans la chaîne qui va conduire à l'utilisation des munitions directement dans le front. C'est pour ça que je dis qu'il faut que le critère qui est exigé, c'est un critère de causalité directe. C'est l'acte qui est le tout dernier acte avant l'utilisation des munitions dans le front, qui est considéré comme un acte de participation directe aux hostilités. Tous les autres actes, la fabrication des munitions et toutes les étapes du transfert des munitions, peuvent peut-être être constitutifs de participation aux hostilités, mais ne sont qu'une participation indirecte qui n'enlève pas la qualité de personne civile aux personnes qui les opèrent. Donc, si on se tient à l'interprétation du Comité international de la Croix-Rouge, il faut ce lien de causalité directe entre l'acte et
dommage infligé à la partie adverse, et dès lors ne peut être considéré qu'une participation directe d'hostilité comme participation directe d'hostilité que le tout dernier acte, l'acte qui a ce lien direct de causalité avec le dommage qui est infligé à la partie adverse. Ça, c'est pour le deuxième élément. Et le troisième élément constitutif de la participation directe d'hostilité, c'est ce qu'on appelle le lien de belligérance, c'est-à-dire que l'acte doit être destiné à causer les dommages à la partie adverse. En d'autres termes, l'auteur de la participation directe à l'hostilité doit vouloir faire profiter une partie de sa participation au détriment de l'autre. Il doit vraiment alors avoir un alignement de l'auteur de l'acte, de la personne civile qui participe directement aux hostilités, en faveur d'une partie et à l'encontre de l'autre partie. Ce n'est que si ces trois conditions sont réunies qu'on peut véritablement parler d'une participation directe aux hostilités et que l'auteur ou les auteurs de cette participation perdent leur protection et donc quand ils sont attaqués, on ne peut pas parler d'un meurtre qui serait constitutif d'un crime de guerre. Voilà qui conclut le troisième point que je voulais aborder avec vous. On a donc parlé de la notion de conflit armé non international. Je vous ai expliqué les deux éléments constitutifs. D'une part, la nécessité d'avoir des parties identifiables de groupes armés organisés, en d'autres termes, comme parties au conflit. Et d'autre part, l'intensité d'avoir des opérations d'une intensité suffisante. Une fois que vous avez démontré ça, vous savez que vous êtes face à un conflit armé non international. Le deuxième élément qu'il faut prouver, c'est le lien entre le crime pour lequel la personne est poursuivie et le conflit armé. Le crime doit s'inscrire dans le contexte du conflit armé, ça ne doit pas être un crime de droit commun ordinaire. Il doit y avoir un lien avec le conflit. Et le troisième élément, c'est que la victime du crime doit être une personne qui est protégée par l'article 3 commun et qui peut donc valablement être victime d'un crime de guerre. Et ces personnes-là sont soit une personne hors de combat, le combattant qui s'est rendu, les combattants qui est blessé ou malade, le combattant qui est au pouvoir de la partie adverse, soit une personne civile, c'est-à-dire toute personne qui n'a pas une fonction de combat continu dans le conflit et qui ne participe pas directement aux hostilités. En guise de conclusion, je voulais souligner deux éléments qui m'ont sauté aux yeux en lisant les pièces qui nous ont été transmises. Le premier, c'est la distinction qui est faite dans les actes d'accusation entre crime de guerre et crime contre l'humanité. Et à vrai dire, si on se réfère à la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux et de la Cour pénale internationale, le même acte peut être qualifié aussi bien de crime de guerre que de crime contre l'humanité. Il n'est dès lors pas nécessaire de faire un choix entre soit crime de guerre, soit crime contre l'humanité. Les deux infractions peuvent être cumulées. Donc, quand vous avez des infractions, quand il existe des actes qui sont considérés comme des crimes, aussi bien comme des crimes de guerre que comme des crimes contre l'humanité, il est tout à fait possible de cumuler les deux infractions. Certains des actes cités dans l'acte d'accusation ne le sont pas. Par exemple, il y a à un moment donné des actes de terrorisme et quand on lit les statuts de la Cour pénale internationale, on constate qu'il n'y a pas de terrorisme en tant que crime de guerre qui est prévu pour le conflit armé non international. Donc là, vous n'avez pas de crime de guerre. Mais par contre, certains des crimes qui sont cités comme crimes contre l'humanité, je me réfère par exemple aux destructions des biens civils, aux actes de pillage, etc.,
Si on regarde la liste des crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux, on constate qu'il y a aussi un crime de guerre pillage, il y a aussi un crime de guerre destruction des biens de la partie adverse, etc. Donc, c'est tout à fait possible, en tout cas selon la jurisprudence internationale, de pouvoir cumuler les deux infractions. Deuxièmement, si il y a, enfin, pour les crimes de guerre qui sont à présent cités dans les actes d'accusation, ces crimes de guerre-là ne concernent en fait que les conflits armés non internationaux tels qu'est prévu dans l'article 8.2c du statut de la Cour pénale internationale et donc les conflits armés tels que je vous les ai expliqués. Par contre, il y a d'autres types de crimes qui, eux, peuvent concerner ce qu'on appelle les conflits armés prolongés, donc la liste des crimes qui sont cités dans l'article 8.2e du statut. Pour pouvoir invoquer cette liste de crimes-là, il faut démontrer que votre conflit armé a un caractère prolongé. Et juste au cas où ça arrive devant les tribunaux congolais, je voulais juste souligner le fait que la Cour pénale internationale n'est pas très exigeante, à vrai dire, quant au caractère prolongé des opérations. Jusqu'ici, elle a refusé à vraiment faire du caractère prolongé une exigence très stricte. Elle a considéré que la nature prolongée des hostilités, finalement, ce n'est qu'un des éléments à prendre en compte pour prouver que les hostilités d'une certaine intensité existent. Et pour la jurisprudence telle qu'elle est maintenant, elle a considéré qu'un conflit qui a duré 5 mois était suffisamment prolongé pour pouvoir servir comme contexte tant pour les crimes commis dans l'article 8.2c du statut que pour les crimes commis dans l'article 8.2e du statut. Donc, il n'y a pas, à mon avis, vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Voilà, et donc avec cette deuxième remarque, je conclus ce petit cours sur les crimes de guerre tels qu'est prévu dans les statuts de la Cour pénale internationale. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous sera utile. J'attends, si vous avez des questions, il y aura une procédure par laquelle vous pouvez me les communiquer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.